au travail. Puis je me suis marqué une petite note sur mon frigo où je travaille. Où est-ce que je travaille? Les mardis à 16h et les vendredis à 11h. Radio Ville-Marie, chronique d'histoire, en tout cas émission d'histoire, là, attends que je me rappelle, en tout cas, de Gilles Proulx. OK? Fait que là, je mets ça ce matin. Puis, il y a des gens qui viennent dans la cuisine où je travaille, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi que t'écoutes là? Ben, je dis, Elle dit, t'écoutes ça, toi, la radio parler? Je dis, oui. Tu sais, c'était pas méchant, ce qu'elle me disait, la personne. Je dis, ben oui, j'écoute ça. Je dis, garde, écoute ça, là, tu vois, c'est bon, c'est Gilles Proulx qui parle de l'histoire du Québec. Ah, lui, il est intelligent. Il en connaît, lui, des affaires. Lui, il a fait le tour du monde. Je dis, oui, je le sais, il a voyagé beaucoup. Il est bien savant. Mais la radio parler, t'écoutes-tu tout le temps ça? Je dis, oui. Là, c'est comme si je sortais d'une autre planète. Je me suis fait quasiment sentir d'être quelqu'un de plate. Mais vous savez, moi, on se connaît, Denis, vous et moi, puis on sait très bien que la radio parler, c'est ce qui nous fait vivre. On vit que pour ça. Moi, ou la télé, là, ben, quand on a YouTube, là, puis là, on va avoir peut-être une radio dans le bout de Sainte-Anne-de-Côte à Beaupré, puis on va pouvoir écouter ça sur le net. C'est ce que je comprends un petit peu, là. Oui. Mais ben, ça va faire en sorte, puis je suis content de vous en parler, parce que où vous voulez en venir, si vous allez vouloir prioriser la diffusion sur Internet. Ben écoutez... c'est important, Denis, aujourd'hui. Ça va nous prendre ça, parce que moi, je sais fort bien qu'avec les paramètres qu'on va avoir, là, moi, je sais qu'il va y avoir des carences dans la réception aussi. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ce ne sera pas véritablement une station à Québec. Je pense pas qu'on va entrer beaucoup dans la ville de Québec, d'après ce que mes calculs. En tout cas, on en reparlera. Là, on en reparlera avec... Puis vous savez très bien à qui vous adressez pour les problèmes techniques. Hein. Ça, j'ai pas besoin de vous dire à qui. Seigneur, il y en a des ressources. Alors... Ah, mais... Lui, Jean-Marc, je sais pas où il va trouver tout son temps, mais en tout cas, il le trouve. Il s'arrange avec ça. En tout cas, on est aussi équipés pour veiller ça. Oui, tout à fait. Fait que là, écoutez, cette semaine, on va passer, si vous le permettez, on va passer un peu à l'histoire de Télémétropole, mais j'aimerais vous ramener après votre chronique sur ce qui vient de sortir, là. Ce qui vient de sortir, là, ça vient de sortir, c'est tout chaud. 21h07 dans le journal Le Devoir. Philippe Couillard ne veut pas débattre du port des signes religieux avec Gérard Bouchard, mais il veut pas débattre de ça. Pour lui, là, c'est en arrière de lui, c'est une affaire réglée. En tout cas, on va en reparler tout de suite après, si vous me le permettez. Puis aussi, comme vous... Il y a des choses aussi. Dimanche, ben, à 11h30 sur le site du Parti québécois, pq.org. Ouais. Il y a Jean-François Lisée qui va donner son allocution à la clôture du congrès des jeunes péquistes à Victoriaville. Ah bon, ce matin, 11h30. On va peut-être diffuser ça. Pourquoi pas. Mais... Je prends congé dimanche. Pardon? Je prends congé de la radio. On vous comprend, Denis. On vous comprend, puis on apprécie que vous soyez là ce soir, malgré la situation là, que l'on connaît. Donc, on y va, si vous le permettez. On va y aller... Pourquoi j'ai choisi la date d'aujourd'hui pour parler de Télémétropole? Ben, c'est parce que le 19 février 1961, donc il y a 56 ans, Joseph-Alexandre de Sèvres, dont on a une rue près du métro Baudry, dans le centre-sud de Montréal, il y a un panneau sourd, J. Alexandre de Sèvres, pas très loin des studios de Télémétropole. Ben, c'est à cette date du 19 février 1961 que CFTM TV, Canal 10,
Télémétropole diffusait sa toute première émission officielle. Ça s'intitulait Du 9 au 10. Et il y avait plusieurs invités présents dans la salle du théâtre Saint-Denis, dont il était propriétaire également, à savoir notamment le maire de Montréal de l'époque, Jean Drapeau, son éminence le cardinal Paul-Émile Léger et le premier ministre du Québec de l'époque, M. Jean Lesage, et des membres du cabinet du gouvernement de John Diefenbaker. Du 9 au 10. Alors, c'était d'amener la télévision à un autre niveau. Parce qu'à l'époque, à Montréal, en français, il n'y avait que le canal 2, CBFT, de la Société Radio-Canada. Une télévision dont on disait plutôt élitiste, distant du peuple, bien qu'il y avait des émissions comme Les belles histoires des pays d'en haut, La lutte, La famille Plouf, Le Chenal du Moine et Le Survenant, puis quelques autres comédies aussi. Les quilles, c'était à Télémétropole, la soirée des quilles. Il y en a eu à Radio-Canada puis à Télémétropole. Est-ce que la soirée canadienne, c'était à Télémétropole? Il me semble que oui. En dernier, oui. Oui. Donc, Télémétropole, ça a été, en fait, on peut dire, la télévision du peuple. On peut-tu dire ça? Oui, ben, on voulait l'amener à ce niveau-là. Oui. Et puis, il y a bien des exemples qui illustrent le fait. La première émission marquante, ben, c'était pour marquer les questions de vie de couple. C'était une série qui s'appelait Adam et Ève, avec Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse. Une émission qui a été marquante dans les toutes premières années de Télémétropole aussi, mais ça a été Jeunesse d'aujourd'hui. Ah ben oui, ça c'est connu, ça, avec les Pierre Lalonde, puis les Joël Denis. Les Joël Denis. Son vrai nom, à Joël Denis, c'est Michel Laplante. Ah oui? Oui. Ah, ça, je savais pas, vous m'apprenez de quoi? Michel Laplante. Oui. Ah, OK. C'était... Ben, il y avait aussi... Oui, allez-y. Il y avait aussi les Pierre Marcotte étaient là dans ce temps-là, j'imagine. Pierre Marcotte était... Shirley Theroux, puis tout ce monde-là. Après, mais dans le cas de Jeunesse d'aujourd'hui, ça a été une vitrine extraordinaire pour la promotion de la musique québécoise. C'est vrai. Avec tous les groupes qu'on a connus. On a connu, les Baronnets se sont fait connaître à Jeunesse d'aujourd'hui. César et les Romains, les Classel, les Roulops, les Aristos, les Lutins, les Excentriques, ceux qui chantaient « Fume, 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 fait de la fumée ». Ah, c'était des grands textes, là. Je me souviens aussi... Non, mais c'est des grands textes, avouez, Denis, là. Ben, ça, fume, fume, fume. C'est la traduction d'une chanson en anglais. J'imagine Smoke... Fun. Ouais. Okay. Fun. Ouais, c'est... Alors, non, mais c'est vraiment, là, c'est... Oui. C'est vraiment... ils sont allés chercher loin, là. J'ai félicite. C'était de la grande... je dirais de la grande poésie, là. Mais faut que je vous en raconte. Non, mais quand même, c'était quand même nouveau et c'était dans le faire du twist, hein. Peut-être après c'était Oui, si on peut dire. Je me souviens d'une chanson qui s'appelait Douwa Didi. Oui. C'était Tony Roman, de son vrai nom, Antonio Ambrosio. Mais il a emprunté le nom d'artiste Tony Roman. Quand je l'ai vue, elle était seule dans la rue, chantant Douwa Didi. J'étais persuadé que c'était une chanson originale pour me rendre compte quelques jours plus tard qu'il s'agissait d'une version d'une chanson en anglais. Oui, ça s'appelait en fait Douwa Didi, hein, c'est ça? Douwa Didi. Ouais.
Alors, ça commençait quand voyons. Elle ondulait des hanches comme une ingénue, chantant les yeux bleus, la taille fine, les yeux bleus, la taille fine, j'en suis presque devenu fou, oh, oh. Et presque aussitôt elle marchait. C'est ça, c'est bien ça, Denis, Voilà, hein? c'est bel et bien cette chanson-là. Ouais. Vous parliez de Chevalier Théroux, Pierre Marcotte, Ouais. c'est les Tannants qui ont duré pendant presque 10 ans. Ça, c'est plus tard dans les années 70. Une émission fantaisiste, c'était drôle. Et il fallait, et la force de cette émission, c'était qu'il fallait avoir des sketchs tous les jours, Oui. se renouveler, puis toujours être pertinent. Ouais. Il C'était. n'y avait pas de place pour la contre-performance, je vous dirai. Je pense que j'ai le thème des tannants. Je pense que je l'ai. On va l'écouter. Paul, les tannants! Ouais, c'était en piscine, puis on, des jeux, hein, des sketchs, c'est ça, des petits sketchs, puis ça, vous avez raison, c'était pour se renouveler. Puis t'en avais de la cote d'écoute. Tous les jours, c'était pas une fois par semaine. Non, là. tous les jours. Tous les jours. Oui. Ça a duré presque 10 ans de temps. Là. Ah ouais, c'était une époque, les talents. Et moi, j'écoutais ça, c'était un Star. Pardon, 4 heures ou 5 heures? 5 heures le soir? Autour de 5 heures. Ça dépend des années, là, mais c'était peut-être autour de ça. Ben écoutez, Denis, moi, quand j'avais 10-12 ans, là, j'arrivais à la maison, puis là, maman faisait le souper. Puis là, ben moi, j'arrivais de l'école, puis je mettais les tannants tout le temps. Et puis ma mère, elle écoutait ça. Puis ça faisait passer du bon temps, parce que Joël Denis, maudit qu'il était bon. Hein, il était-tu fou, lui, à peu près, hein? Lui, il était... C'est tout un numéro, là, de Joël Denis. Donc, les tannants, ça fait partie de l'histoire de... Les meubles de télé. Les meubles, oui, ça fait D'autres partie choses des qui ont meubles. fait partie des meubles de Télémétropole, ça a été les comédies de situation créées Basile et Saint-Fortier. Ouais. Créées Basile de 1965 à 70, avec Olivier Guimont, Denis Drouin, Gilles Latulippe qui a introduit tranquillement comme faire valoir son personnage de Saint-Forien-la-Perme. Et en 1970, lorsque le duo Denis Drouin et Olivier Guimont a quitté pour faire carrière à Radio-Canada, avant le décès d'Olivier Guimont, bien Marcel Gamache. Ouais, Marcel Gamache. L'auteur de Créer Basile a décidé de donner un rôle principal à Gilles Latulippe dans le rôle de Saint-Forien-la-Perme. Donc, vous me dites, c'est Marcel Gamache qui était l'auteur de Cré Basile aussi? Oui. Donc, et là, lui, il a fait carrière complètement. Marcel Gamache, ça a été... Est-ce que Marcel Gamache a écrit des pièces de théâtre ou... Ça, je saurais vous dire, mais juste avec Cré Basile et Saint-Forien, ça a quand même couvert 12 ans de télévision. Ah oui. Puis c'était un créateur, là, Marcel Gamache. C'est lui. Et puis parfois, j'écoutais à un moment donné Gilles Latulippe qui disait, bon, lui, il donnait les grandes lignes, Marcel Gamache, les thèmes, puis bon, mais nous autres, il fallait partir, puis on avait un texte, mais des fois, on arrivait le lundi matin pour enregistrer, puis Marcel Gamache avait pas fini d'écrire des textes, ça fait qu'il fallait improviser au maximum. Il y avait beaucoup d'improvisation là-dedans, dans Saint-Forien et dans Cré Basile. D'autres personnages fictifs que nous avons découverts avec Télémétropole, je peux pas passer à côté de notre valeureux capitaine Bonhomme, Michel Noël. Oui, Michel Noël. Les sceptiques seront confondus. Mais il y avait quand même un aspect éducatif avec ça. Oui. Puisqu'au Parc La Fontaine, à l'époque, il y avait le Jardin des Merveilles. Oui, je me souviens. Et Michel Noël a
engagé le responsable du Jardin des Merveilles, Désiré Hans, sous le nom de l'oncle Pierre. Et l'oncle Pierre, s'est révélé comme un bon comédien avec Michel Noël dans les sketchs. Et la grande qualité de Michel Noël, le Capitaine Bonhomme a commencé en 1963 avec les enfants qui avaient à l'époque entre 5 et 10 ans. Mais plutôt que de faire comme Bobino, Michel Noël et le Capitaine Bonhomme ont évolué avec les enfants. Alors, plus les enfants vieillissaient, plus le personnage vieillissait, puis abordait des sujets d'une autre façon qu'en continuant à toujours s'adresser aux jeunes enfants. Oui. Jusqu'à un moment donné, c'est devenu pour les adultes. Pour des jeunes adultes. La dernière année, ce n'était plus une émission pour enfants. On ne voyait plus beaucoup de dessins animés, mais beaucoup plus de sketchs. Mm-hmm. Puis les histoires aussi étaient adaptées pour des publics qui alors avaient 15-16 ans ou 17 ans, alors qu'il y en avait 7 ou 8 lorsque ça a commencé. Oui, c'est ça. Oui. Donc, Michel Noël aussi, ça fait partie des meubles de TVA. C'est clair. Et Cré-Basile, Saint-Forien, ça fait tout partie des meubles. Les Tannants, ça fait partie des meubles. C'est l'histoire de TVA. Et comme je vous disais, tantôt, c'était un peu la télévision du peuple, mais il y en a eu d'autres là, qui se sont ajoutés à ça. Oui, écoutez, Les Bergers en 1971 avec le regretté Steve Fizet, qui est mort d'un ACV, ou des suites de ça. C'est lui qui chantait avant ça dans Macamaro, je l'emmènerai. Alors, il jouait un rôle dans Les Bergers. Il y a eu le Clan Beaulieu. Il y a eu aussi une comédie, Les Moineaux et les Pinsons. Oui, je me souviens. Oui. Moineaux et Pinsons, et c'était... donc, mais pour Les Bergers, il y a un autre que je cherchais, puis vous me l'avez trouvé l'autre jour, c'était le Roland Chenaille. C'était... c'est un des personnages. Un autre aussi qui a joué, c'est Jean Coutu. Oui, Jean. Ça a donné ensuite de ça le Clan Beaulieu. Oui. C'était des dramatiques, ceux-là. Oui, des romans fleuves. Oui, exactement. Mais il y avait le public pour ça. Il y avait... je me souviens que c'était... chez nous, on écoutait ça. Ma mère écoutait ça, Les Bergers, puis... c'était, effectivement, vous avez raison de le dire, des romans fleuves. Et par la suite, Télémétropole a quand même innové dans la mesure où on a créé une habitude de regarder la télévision le matin. Ça s'est pas fait tout de suite en ouvrant. Les premières années, la station diffusait environ 55 heures par semaine. Mais rapidement, peut-être 3-4 ans après l'ouverture de la station, on a développé des concepts d'émissions le matin pour faire concurrence à la radio, comme Toast et Café avec Dominique Michel, Lucien Jarreau, Paulo Noël, Métro Matin avec Jean-Pierre Coallier. Puis, c'est devenu Salut, bonjour plus récemment. Mais on a développé cette habitude-là de faire en sorte qu'on ait le réflexe d'ouvrir la télévision le matin. Le matin. Pour probablement concurrencer la radio. C'est ça. Et amener des nouvelles, du visuel aussi. Probablement mettre des journalistes. Il y a un bulletin de nouvelles le matin aussi, à un moment donné. C'est apparu, tout ça, là. Ça s'est intégré à l'intérieur de ces émissions-là. C'est ça. Et d'avoir des caméramans qui étaient sur place les matins où on en avait besoin, où ça c'était requis. On avait des journalistes et des caméramans sur place qui probablement faisaient partie du bulletin de nouvelles, de l'équipe des nouvelles, mais qu'on profitait de l'occasion d'être en ondes le matin, d'intégrer comme tout ça à l'émission du matin.
Et aujourd'hui, je sais pas, c'est plus comme ça, je pense que c'est... En tout cas, j'écoute plus. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Ah, c'est ça, c'est bien ça. Tu as quand même une bonne... Oui. écoute. Oui, parce que, en fait, le réflexe d'ouvrir la télévision le matin, ça a marché. Et c'est Télémétropole qui, au Québec, en tout cas, a introduit ça. Évidemment, ça existait aux États-Unis bien avant ça, mais Radio-Canada, dans sa paresse proverbiale, a été pendant longtemps à ouvrir les ondes à compter de midi. De midi, ouais, c'était midi à Radio-Canada. Ça a été longtemps comme ça. Il y a eu Réal Giguère aussi. Oui. Réal Giguère qui fait partie Qui a fait l'objet de sketch des cyniques. Si on avait besoin de quelqu'un, prends le gros Giguère, il est parfait. Ça, c'est un texte des cyniques. C'était dans les premières années de Télémétropole. C'est vrai pareil. Je me souviens. Un gros Giguère. Mais c'est parce que ça sonne bien, le gros Giguère. C'est vrai, quand même. Tu sais, je vous dis, pour la basse-cour. Pour la basse-cour. Pour la basse-cour, ça sonne. Réal Giguère, qui est animateur à CHLP, et lorsque la station a fermé pour fusionner avec CKC en 1957, bien, il s'est joint à l'équipe de CKC. Et a fait quand même une carrière parallèle à la radio. T'es un très bon communicateur, hein, oui. Réal Giguère. C'est une voix radiophonique et il y avait un français extraordinaire. Son frère, comment il s'appelait déjà, son frère? Roland Giguère, Ouais. qui était le directeur. C'est un personnage, ça. Oui. C'est lui qui a pris la direction de Télémétropole au décès de J. Alexandre de Sèvres en 1968. Roland? Oui. Est-ce qu'il bégayait pour le vrai? Est-ce qu'il bégayait pour le vrai? Oui, mais disons que, je vous dirais... Il est amplifié. Roland, vous mêlez avec Marcel Giguère, un comédien qu'on a vu à Ah oui, Télémétropole. Marcel, c'est Marcel Giguère. Ouais, je me mélange, là, excusez-moi. Il y a Marcel. Ben oui, vous avez raison. Roland, c'était... Il a été mandaté par la succession J. Alexandre de Sèvres en 1900 Ah oui, ben... pour diriger Télémétropole. Mhm. Je le mélangeais, vous avez raison. Roland Giguère, en fait, la couleur est apparue à Télémétropole de manière graduelle en 1966. Dès 1967, toutes les émissions entre 6 heures le soir et la fermeture, parce que la station fermait à l'époque vers 1h ou 2 du matin, eh bien, c'était tout en couleur. Mais la couleur est arrivée en quoi? En 66. 66? Oui. 52, la télé. Oui. Officieusement, c'est en... Chez nous, là, aux États-Unis, il y avait des stations de télévision en ondes dès 1939. Mais je pense que la première, c'était en Allemagne, si je me trompe pas, là. C'était avant ça, là. Oui, c'était... Évidemment, il faut dire que c'était fait dans des circonstances particulières, mais effectivement, la première vraie émission de télé, c'est en 1938. À quel endroit? En Allemagne. En Allemagne, oui. Ben là, Hitler préparait sa guerre, là. Ouais. Évidemment, voulait démontrer, l'Allemagne voulait démontrer sa supériorité. Ouais. Mais donc, il y a eu aussi, par la suite, là, il y a eu les services des nouvelles qui a été... Ça a été développé en 2 temps. Ça a été surtout, d'abord, la presse, ou du moins la famille de Paul Desmarais, avait tenté d'acheter Télémétropole et TVA en 1986, mais le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a bloqué cette transaction-là parce qu'on craignait une trop grande concentration de l'information. Ouais. Mais Une décision qualifiée de courageuse à cette époque. Oui, effectivement. Et bizarrement, des années plus tard, c'est Pélado qui l'a acheté. Imaginez-vous. Oui, via Vidéotron. Oui.
Parce que, évidemment, André Chagnon, réalisant que Télémétropole était à vendre, puisqu'on avait accepté une offre d'achat de Power qui ça n'a pas fonctionné avec le CRTC. Alors, il est revenu à la charge, André Chagnon. Et là, les problèmes de concentration ne s'appliquaient pas puisqu'il n'était pas dans les médias, ni écrits, ni électroniques. Et c'est sous la direction de Vidéotron, en 1987, que là, l'information a été prise plus au sérieux dans le cas de TVA. TVA qui s'est implanté graduellement parce que les émissions du 10 étaient diffusées en différé dans les années 60 dans les marchés de Québec et de Saguenay. Il y a CFCM à Québec et CJPM à Chicoutimi. Mhm. Et donc, et là, on a vu dans le service des nouvelles, là, on a Pierre Bruno qui est là depuis combien de temps? Depuis, je dirais, au moins 30... 76. Ça fait, écoute, ça fait pas loin de 40 ans. Mais à l'époque où c'était la succession d'Alexandre Dessèvres qui dirigeait la station, c'était quand même un service de nouvelles relativement modeste. Oui. C'était plutôt... On avait quand même une correspondance à l'Assemblée nationale. On l'a eu. Imaginez-vous tout de même au 10. Il y avait quand même un courriériste parlementaire à Québec en 1964. C'est quand même bon. C'est quand même bon pour un poste privé, là, pour une entreprise privée. À Ottawa, on a eu de la correspondance à temps plein, simplement, en 1978. 78? Oui. Mais à Québec, on en avait déjà depuis... Mais avant Pierre Bruno, c'était... Roger Gosselin. Qui était lecteur de nouvelles, Roger Gosselin. C'est vrai. Et lui, sa carrière a pris fin lorsqu'il a prêté sa voix pour la publicité électorale du Parti libéral lors de l'élection du 15 novembre 1965. Ah, ouais. Lorsqu'on a vu qu'il avait pris position faite et cause pour les libéraux de Robert Bourassa qui cherchaient à obtenir un mandat qu'ils n'ont pas eu, on le sait, là, avec l'élection générale du 15 novembre 1976, mais ça a ouvert la porte à Pierre Bruno, qui travaillait à CKC comme lecteur de nouvelles et journaliste à temps plein. Et c'est là que ça commence. Donc, est-ce que Roger Gosselin a été le premier lecteur de nouvelles de TVA? Il me semble que oui, mais c'est à vérifier. Il y en avait un autre qui était qui est décédé il y a quelques années. Il était... je me souviens plus son nom. Il était à TVA. Il était assez crédible. Jacques Moisan. Mais Oui, Jacques Moisan. Est-ce qu'il est décédé? Je sais pas. Il est-tu décédé, Jacques Moisan? Il me semble que non. Ah non, je pensais qu'il était décédé. Non, mais en tout cas, Jacques Moisan qui a été là longtemps quand même à la barre des nouvelles. Il était là. Il y avait de midi puis du soir, là, mais est-ce que... Mais Jacques Moisan a été à la barre aussi longtemps, si je me souviens bien. Je pense qu'il faisait le bulletin de fin de soirée. Oui, exact. Alors que Roger Gosselin, c'était plus le créneau qu'occupe Pierre Bruno. Oui, effectivement. Et puis dans le sport, il y avait Pierre Proulx. Pierre Proulx que j'ai déjà rencontré, une bonne personne qui a eu une carrière qui a été longue et fructueuse. Pierre Proulx qui a dirigé aussi le football de la Ligue intercollégiale du Québec pendant le temps. Et on montrait à Télémétropole les matchs éliminatoires de la Ligue intercollégiale à chaque année. Mm-hmm. Et je me souviens d'avoir vu jouer Gilles Duceppe pour les Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis. Ah oui? Oui. Vous l'avez vu jouer? Ben, à la télévision, là, pas en personne. Ouais, il se démarquait au football? Oui. Ah ouais?
Ils ont gagné le championnat une année alors qu'ils étaient de cette formation. Et c'était une ligue qui était dirigée par Pierre Proulx. Et pendant les quelques premières années de Télémétropole, on nous montrait le samedi après-midi les matchs éliminatoires de cette ligue de football collégial. Oui. C'est en direct, en noir et blanc. Mm-hmm. Donc, ça... il y a eu, le sport est arrivé, mais beaucoup plus tard, là, parce que la soirée du hockey a toujours été... Dans les années 80, on a montré une deuxième partie de hockey de la Ligue nationale, mais aussi, j'allais oublier, en sport, les Nordiques de Québec, dans les quelques premières saisons de la formation, on a montré les matchs à TVA, oui, puisque le réseau avait commencé à exister. Oui, et bien là, il y a eu d'autres grands qui ont passé à TVA, notamment Claude Charon, qui a été là longtemps. Le match de la vie. Oui, qui a été, c'était très écouté, ça. Ça, il y a une anecdote à ça, là. C'est parce qu'on voulait confier la case horaire du mardi soir à René Lévesque pour avoir des émissions d'actualité, des reportages ou encore de l'actualité commentée avec le tableau comme à point de mire. Mais le décès de M. Lévesque est survenu quand même rapidement. Il avait 65 ans au moment de son décès. Et là, ben, on a laissé le temps passer. Et puis, bien, on a offert un projet d'émission à Claude Charon qui a duré pendant plus de 10 ans de temps. Ouais, c'est drôle que vous dites ça parce que moi, je pense que le fils spirituel de René Lévesque, c'était Claude Charon. Et là, on s'apprêtait à donner l'émission à René Lévesque. Il nous a quittés. Et on a tout de suite pensé à Claude Charon, qui, lui, est allé chercher des codes d'écoute, je pense, qui n'étaient pas égalés, même. Et là, c'était sous l'administration de Vidéotron, André Chagnon. Ouais. À l'époque. Je pense que en tout cas, TVA fait quand même partie maintenant de nos meubles. Tout ça. En fait, c'est une de notre maison, TVA. Parce que tout ce qu'on parle de meubles par la suite, ben là, on parle des émissions qui ont construit l'histoire de TVA qui, aujourd'hui, ben, on peut regarder un peu tout ce que vous avez dit tantôt, Denis. Là, vous avez parlé des personnages, le Cré-Basile, Saint-Forien, les moineaux et les pinsons, tout ça. On peut tout en voir sur YouTube, là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'on peut... ils ont quand même... En tout cas, on en retrouve beaucoup sur YouTube, là, sur l'histoire de TVA. Et je pense que une chance qu'on a TVA, parce que si on se fie seulement qu'à radio... Malgré les changements survenus dans l'univers télévisuel d'aujourd'hui, TVA a encore sa place. Oui, parce que Radio-Canada, pour moi, là, je trouve que c'est... bon, évidemment, il y a le fric qui vient avec au niveau des nouvelles, au niveau de de la couverture médiatique, au niveau des nouvelles et du fric qu'on met là-dedans. Ben, évidemment, ça prend un gros joueur pour les concurrencer. Et quand je suis sur le site de Wikipédia, puis je vois le siège social de TVA à Montréal, les rues de Maisonneuve et Alexandre. Exactement. C'est un édifice d'environ une quinzaine d'étages, là, si je ne me trompe pas. Et c'est à partir de ce siège social qu'il y a les studios, les gros studios, et on peut faire la production. Et je pense que quand on regarde la grosseur de cet édifice comparativement à celle de Radio-Canada, on se dit, parfois, il y a de l'argent du public qui se dépense en maudit pour rien. Parce que, avec ce que fait TVA aujourd'hui, quand on le voit, là, ils font la concurrence directe à Radio-Canada.
Puis je pense qu'ils font un maudit bon produit, là. OK, c'est vrai qu'il y a toujours matière à s'améliorer, changer peut-être quelques animateurs, mais c'est pas ça que je parle. Oui, on entend Claude Veilleux critiquer des fois TVA, puis bon, ça peut s'expliquer jusqu'à Oui. un certain point, là. Oui, puis je rappelle aux gens qui est Claude Veilleux, l'émission, puis qui nous écouteront pas, qui écoutaient pas le lundi soir, c'est Claude Veilleux. L'émission, on sort les vidanges du lundi 21h, ici même sur radioinfocité.com. Mais c'est pas ça que je parle, là, puis quand je dis, vous parlez de Claude, là, c'est de concurrencer un gros joueur comme Radio-Canada. Parce qu'il y a toujours place à amélioration au niveau des animateurs, du service de nouvelles, de faire en sorte que... Vous savez, il y en a un qui était écouté au bout à TVA, c'était Jean Lapierre. Oui. Jean Lapierre qui avait des codes d'écoute assez incroyables. Mais je pense qu'on ne sera pas capable, avec Luc Lavoie et Bernard Drainville, d'accoter Lapierre. Parce qu'il faut se dire une chose, Lapierre, il y avait le sens. Il y avait le sens du clip. On s'entend-tu là-dessus? Oui. C'est le Ça leur sens a fait très mal, cette perte-là. Oui, je pense que oui, ça leur a fait mal. Et je suis pas sûr que... Sur le plan humain et sur le plan du produit. Non. Parce que sur le plan humain, il était probablement attachant, là. Et moi, je l'ai rencontré une fois ou deux lors de rassemblements politiques, puis c'est pas là qu'on pouvait discuter. Mais si on se fie à ses collègues de travail, bon, il était assez apprécié. Et il faut le dire c'était un bon communicateur. Faut lui donner. Même si j'avais pas la même opinion politique que lui, là. Tu sais, il faisait mal au PQ quand il décidait de graffiner, là. Puis il y avait la tribune pour. Alors, TVA, ben, ça a été acheté par le Québécois en 2001. Alors, c'est quand même assez ironique que 15 ans après que Power eut tenté, sans succès, bloqué par le CRTC, avec grande surprise, d'acheter Télémétropole TVA. Ben, 15 ans plus tard, dans le cadre de la grande transaction qui permettait à Québécois d'acquérir tout le groupe de Vidéotron, ben, dans cette foulée-là, bien, TVA a pu être acquis par Québécois. Oui, et je pense que avec le temps, on a vu que Québécois sont capables de se débrouiller fort bien. Par contre, j'ai entendu hier, et Max Bradette m'en parlait quelques semaines, qu'au niveau financier, au niveau québécois... Essentiellement, je sais ce que vous voulez dire, ça va pas bien, mais c'est essentiellement à cause d'une chaîne, TVA Sport. Oui. Et je pense qu'on attend le retour des Nordiques. Et une fois que les Nordiques vont arriver, eh bien, ça, je pense que là, ça va... faire passer les états financiers du côté positif. Parce que c'est 82 matchs, là, je pense que les TVA diffuseraient. Est-ce que vous croyez au retour des Nordiques, Denis? De moins en moins. Je suis moins optimiste que je l'étais. Ouais. Mais il y a une chose qu'il faut dire en sport, c'est que l'expression « à tout jamais », ça n'existe pas. Exact. Ouais, c'est vrai. Mais quand on voit que les Jets de Winnipeg ont un club, là, c'est bizarre. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus politique qu'autre chose. C'est politique, oui. Mais il faut dire que Ken Thompson, qui est le propriétaire des Jets de Winnipeg, est répertorié comme la personne ayant les plus grosses liquidités à travers le Canada. Mm-hmm. Ça, il y a ça aussi. Ouais. Il compte. Denis, justement, on parle de hockey. Il y a une grosse nouvelle cette semaine. J'ai pas eu le temps d'avoir vos commentaires. Hein. Il aurait fallu y penser, hein, franchement, si on voulait congédier l'instructeur Michel Terrien. Mais ceci nous prouve ce que je vous dis et ce que plusieurs reprochent aux Canadiens, à l'organisation du Canadien, que c'est une organisation qui est suffisante, arrogante, qui tient sa clientèle pour acquis. Pourquoi vous dites ça dans le traitement, par rapport au traitement de Michel Terrien?
On fait avaler n'importe qui. Ah, ben ça, c'est clair. On parlait d'incidents qui se sont produits en décembre dernier. Lorsque Carey Price s'est fait retirer d'un match, il a jeté un clin d'œil narquois envers Michel Terrien. On a parlé de la partie qui s'était terminée en novembre dernier, 10-1. C'était le gardien substitut qui était devant le filet du Canadien ce soir-là, Alvaro Montoya. Carey Price s'est levé pour regarder Terrien, puis il lui a demandé d'embarquer dans la mêlée. Terrien a voulu plutôt continuer avec Montoya. Parce que Carey Price n'aimait pas voir Montoya se faire matraquer de la sorte par l'adversaire. En l'occurrence, ce soir-là, les Blue Jackets de Columbus. Les déclarations aussi de Michel Terrien, qui a dit que Max Pacioretty était le pire capitaine de l'histoire du Canadien. Ah ouais, on a tendance à l'oublier, celle-là. C'était au mois d'août dernier. Ouais. Enfin, Mais celle-là, je ne me souviens pas de l'anecdote que vous venez de dire de Carey Price qui avait fait un genre de clin d'œil et qui s'était levé pour remplacer Montoya. ouais, En fait, puis je trouve que son geste était de solidarité. Je pense que la manière que vous me le dites, là, au niveau... C'était le 3 novembre dernier, nous étions en ondes en même temps ici à radioinfocité.com. Je faisais ma chronique sur Radio-Canada les 80 ans, ce soir-là. Ouais. Donc, comment vous voyez l'avenue de Claude Julien à bord du club? Est-ce que vous pensez que ça va être positif? L'autre chose, c'est que Claude Julien a été congédié par Boston la semaine dernière. Depuis ce temps-là, les Bruins ont gagné 3 matchs consécutifs. Le Blues de Saint-Louis a congédié son instructeur Ken Hitchcock plus tôt ce mois-ci. Et l'équipe de Saint-Louis, ville fondée incidemment par Louis Joliette, L-I-E-E-T, J-O-L-I-E-T, et le père Jacques Marquette, ont joué 6 parties depuis le changement d'instructeur, 5 victoires, 1 défaite. Et puis les Highlanders de New York, c'est 8 victoires, 3 défaites depuis le changement d'instructeur survenu fin janvier. Mais là, vous percevez Alors on veut relancer le Canadien qui n'a que 3 victoires au cours des 10 dernières parties. Je pense que, écoutez... Ils sont crédités de 70 points en 58 parties, au sommet tout de même de la faible division atlantique. Mais quand même, il récolte un club de première position. Oui. Et est-ce qu'il va être capable de remédier à la situation au niveau des gains que le club peut faire? Parce que là, décidément, c'est bizarre, hein? Je regardais la fiche et je parlais à mon garçon en fin de semaine dernière. Hey, je trouve pas la fiche des 10 derniers matchs parce que pour moi, c'est important, ça, l'allure de l'équipe, là, dans le comportement de l'équipe dans les 10-15 derniers matchs. Parce que une saison, des fois, ça peut être long. Tu peux bien partir, puis à un moment donné, on l'a vu l'an passé. Carey Price était blessé, puis là, on a tout de suite attribué la fin de saison, en tout cas le 2 tiers de la fin de saison, là, parce que le premier tiers était très fort, mais la balance, on a attribué à la blessure de Carey Price les défaites du club. Maintenant, cette fois-ci, il est là, il n'est pas blessé. Non. Et puis là, 3 victoires et 8 défaites. Incidents rapidement pour conclure sur le Canadien parce que j'ai d'autres sujets. Ouais. Dimanche dernier, lors du match contre Boston, il y a des joueurs, lorsque Boston a marqué son 4e but, qui ont cessé complètement de patiner. Mm-hmm. On a abdiqué. On ne s'est pas replié en défense. Ouais, mais je pense que les joueurs, il y a quelqu'un qui a employé le terme cette semaine que Michel Terrien avait perdu sa chambre des joueurs, avait perdu
c'est l'impression qu'on peut... Parce que quand les joueurs là, ne donnent plus le rendement, là, ne patinent plus. De patiner, puis que tu laisses l'adversaire marquer les buts, entrer dans la zone adverse à volonté. Peut-être une dernière chose à propos du Canadien, ouais. C'est comme d'habitude, lors des points de presse cette semaine, autant pour Marc Bergevin mardi qu'aujourd'hui Claude Julien après l'entraînement. Que c'est donc des plaisirs. Ah non, regarde. Ça, je suis plus capable. Bon, enfin, écoutez, on va regarder on va y regarder aller encore un bout, mais moi, je peux vous dire, s'il n'y a pas de changement et que les défaites s'accumulent comme ça, il pourrait s'avérer que le Canadien ne fasse pas des séries d'après-saison. Il serait surprenant. C'est pas acquis. C'est pas exclu, hein? C'est pas exclu tout ça, là. Donc, vous avez observé... Oui. Sujet, oui. En fin de semaine, comme je vous disais, l'aile jeunesse du Parti québécois se réunit à Victoriaville. Il y a 2 grands sujets qui seront débattus, entre autres. Toute la question de la laïcité et le respect de la loi 101. Ouais. On veut amener le thème de la langue, on veut ramener le thème de la langue au Parti québécois. Ce qui est peut-être pas mauvais en soi, de l'associer à la laïcité. Je sais pas si ça peut être 2 différents dossiers, évidemment, mais c'est ce qu'on veut amener en fin de semaine? Oui. Laïcité et langue française. Parmi les 2 gros thèmes qu'on veut aborder, l'aile jeunesse du Parti québécois. Et je rappelle que dimanche matin à 11h30, sur le site de pq.org, Jean-François Lisée donnera son discours de fermeture de ce congrès de l'aile jeunesse du Parti québécois. Il y a Alexandre Cormier-Denis qui envoie un message Facebook qui dit que le Comité national des jeunes du Parti québécois, le CNJPQ, là, souhaite voir s'imposer des mesures plus fermes sur la question identitaire et linguistique que celles défendues par le chef. Et ça, c'est ce que Alexandre Cormier nous dit, c'est que la jeunesse souverainiste a soif de patriotisme et de nationalisme décomplexé et veut en finir avec le politiquement correct d'une élite de plus en plus déconnectée. Bon, en parlant des élites, là. Et s'ils veulent parler de laïcité et de langue, est-ce que Jean-François Lisée va comprendre le message? J'ai hâte de voir les délibérations qui vont avoir lieu cette fin de semaine, mais chose certaine, c'est que dimanche à 11h30, on va peut-être voir la façon dont Jean-François Lisée veut aborder ce dossier, mais chose certaine, c'est qu'il a besoin de camper sa position comme du monde, parce que là, de parler, de mettre des polices du racisme et de parler... En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là. À un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête puis qu'il prenne position claire puis qu'il y tienne. Parce que Couillard, lui, il voyage, il fait un volte-face, et puis là, il campe ses positions en dernier. Là. On le voit ce soir, là, qu'il a décidé ne veut pas débattre. Il veut pas débattre du port des signes religieux. Il veut pas en débattre. Pour lui, c'est clos. On peut plus... Galvanisé par les prises de position de Charles Taylor plus tôt cette semaine. Exactement. Je comprends par ailleurs votre déception. Je vous ai écouté cette semaine quand même, là, avec vos différentes émissions suite à la décision prise par le Parti québécois de ne pas présenter de candidat. Oui, on ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je comprends votre déception. C'est pas une chose, c'est une chose qui est rarement conseillée en démocratie. Moi, comment je pourrais dire? Ils veulent pas brûler de candidature, là, le PQ. Mais non seulement qu'à prendre une candidature inconnue, un candidat inconnu, là, tu sais, puis qui est sérieux, une personne sérieuse, là, des militants. Il y en a des militants au Parti québécois qui sont capables d'argumenter puis d'aller faire des débats d'une campagne de comté, là, dans
les priorités d'un comté, les capables là, de trouver quelqu'un là-dedans. Le terrain, préparer 2000. En tout cas, moi, je peux vous dire que je peux vous dire une chose, Denis, c'est que la nature a horreur du vide. Hein? Oui. Et quand tu permets à tes... Les adversaires. Ben non, à ton électorat d'aller voir ailleurs, Oui, c'est ça. c'est comme de dire... c'est comme de dire, bon, ben là, regarde, tu peux aller, va cruiser ailleurs, là, puis si t'aimes ça, ben peut-être que t'as des chances de le perdre. De le perdre, ton électeur. Puis là, la CAQ arrive avec une bonne candidature, Sonia Lebel. C'est pas une candidature qui est à négliger non plus. On le sait qu'elle ne gagnera pas, là, c'est clair. Mais ils n'ont pas peur d'amener quelqu'un de connu dans le coin, même s'ils savent qu'ils vont perdre la CAQ. Mais ils sont en train d'introduire quelqu'un dans l'arène politique. Et en même temps, on dit qu'elle deviendra conseillère de François Legault. C'est un bon coup qu'il vient de faire. Mais le PQ, moi, j'ai entendu des commentaires cette semaine qu'il y a des gens qui étaient amèrement déçus. Je les comprends, vous savez. Et je pense que... Vous parlez de personnes dans votre famille. Oui, mais j'ai une de mes sœurs qui était triste de voir tout le militantisme qui s'est fait depuis 45 ans. Depuis 50 ans maintenant, depuis 68. En fait, Gouin a élu un député du Parti québécois en 1970. Hein. Oui. Faut-il, vous le savez, mais il Ouais. faudrait le rappeler aux auditeurs. C'est Guy Joron en 70, puis elle, ma sœur, se sentait un peu délaissée, puis même que elle m'a même dit, j'ai pas le terme exact, mais en tout cas, c'est quasiment rire de nous autres de pas présenter de candidat. Elle était pas contente, là. Mais on veut faire le pari de la convergence. Et ça, je n'y crois pas ben. J'étais un peu comme Sylvain Meunier. J'y crois pas, parce que Moi non plus. pour danser, il faut être deux. Hein? Puis, depuis des années, Québec solidaire vote du port du Parti libéral. Puis, il passe plus de temps à critiquer le PQ que les libéraux. Fait que, là, les libéraux... On a juste à le voir par les votes qui sont pris. Ben là, oui, effectivement. Et là, si le PQ veut laisser la place au complet, dans Mercier, dans Gouin, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, dans Laurier-Dorion, puis peut-être même dans Hochelaga-Maisonneuve. Pourquoi pas si Agnès Maltais se retire dans le comté de Tachereau à Québec. Ouais, ben je sais pas c'est combien ça fait. Ouais, ben elle gagne, mais elle n'a pas gagné par beaucoup, hein. Quelques centaines de votes. Et puis, bon, on va voir, mais... C'est le genre de plateau Mont-Royal. Oui, c'est ça, de Québec. Alors, le temps file. Faut dire que la prochaine chronique, vendredi prochain, ce sera la prochaine participation à radioinfocité.com. On va revenir à l'époque néo-française avec les relations entre les Français et les Iroquois, illustrées à Montréal par deux événements, le massacre de la Chine de 1689 et la paix de Calière Oui. en 1701. Et je vous inviterai, Denis, à partir de mardi soir prochain, ça va être l'entrée sur radioinfocité.com de la nouvelle émission de Christian Derry, Claude Veilleux, François Bénard, toute l'équipe du mardi soir, qui vont commencer mardi à 19h30. Je pense que c'est 19h30. Ce qui fait que ça commence. Ça commence. Tout ça est en train de prendre forme. Et je pense... Donc, la semaine prochaine, juste un petit rappel que je voulais vous faire, la période, encore une fois, la Nouvelle-France. On va être dans la Nouvelle-France. On retourne en Nouvelle-France. Oui, et puis, donc, c'est intéressant parce que là, Télémétropole, aujourd'hui, ça fait partie de notre vie, mais... C'était la date anniversaire de mise en onde. Oui, mais je pense que c'est bon de temps en temps de revenir un petit peu plus près de nous pour dire, l'histoire, ce qui est le passé est garant de l'avenir. Et donc, on est dans la suite des choses et il faut revenir aussi. Et j'ai été agréablement surpris d'entendre Gilles Proulx tantôt sur nos ondes.
C'est Jean-Marc qui l'a probablement programmé. Encore une fois, toujours bon, ce Gilles Proulx-là, hein, Denis? Oui, et c'est dommage qu'il n'ait pas écrit de livre sur la télévision. Ouais. Parce qu'à la radio, on a des choses avec ces deux livres, là, l'aventure de la radio, il était une fois la radio. Mais pour ce qui est de la télévision, il me semble qu'il n'y a pas écrit. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il n'y en a pas. Mais quand même, Gilles Proulx, il faut le dire, c'était un homme de radio. Oui. Alors, c'est surtout ça. Ça a été sa carrière. Wikipédia n'a pas publié tant de choses que ça à propos de Télémétropole. Non, j'ai regardé tantôt. C'est pas... Ah non, là, mais pas... Ouais, non, ben, ça pourrait être beaucoup plus élaboré. Ça pourrait être beaucoup plus... plus élaboré que certains Ben oui. que j'ai évoqués. Oui, puis regardez, j'ai regardé, puis il n'y avait pas... on pourrait en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, vendredi prochain, Denis, et puis si jamais le cœur vous en dit, vous me laissez d'écouter. Donnez-moi des nouvelles, toujours bien, en dehors des lignes là, de votre mère et tout ça, puis... ouais. Normalement, on devrait reprendre le dimanche matin, le 26. Exact. Ça va, Excellent. Et on parlera effectivement de quelqu'un qu'on a vu à Télémétropole avec la lutte, Eddie Richmond. Ah! Je vais m'arranger pour avoir des clips, là, puis des petites déclarations. D'avance, là. On le sachant d'avance, oui. Je vais essayer de faire une petite recherche là-dessus. Il était drôle, hein, puis il en mettait, lui. Lui, là, c'est pour quelqu'un qui... Il a fait des beaux lundi soirs oui. dans un aréna qui a fermé. Oui, monsieur. Puis, en tout cas, pour employer les termes de Régis Lévesque, lui, il savait ça promoter. Oh, mon Dieu. C'était un lutteur à la base, mais c'est comme promoteur. Oui, qui s'est fait connaître, oui, effectivement. Donc, Denis, merci beaucoup, encore une fois, prompt rétablissement. Bien, prenez soin de votre mère, là, pour que ça aille le mieux possible. Et on va se reparler vendredi prochain. Et dimanche matin, prenez. Et également le massacre de la Chine. Merci, Denis. Bonjour. Salut. Denis Laberge, qui est notre collaborateur ici sur radioinfocité.com. Ben là, on va lui donner du temps. Il faut qu'il s'occupe de sa mère. C'est dans les derniers moments, si on comprend bien. Et faut prendre le temps, dans ce temps-là, d'accompagner nos êtres chers jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il faut comprendre de la situation de Denis. Et on tient à vous dire, mon cher Denis Laberge, que tous les auditeurs de radioinfocité.com et toute l'équipe de radioinfocité.com sont derrière vous. Et puis, on pense à vous. Puis, je vais prendre de vos nouvelles en dehors des ondes, Denis. Et encore une fois, salut Denis Laberge et prenez soin de votre mère. C'est ce qui est le plus important là, dans ces moments-là. Là. C'est ce qui compte. Le reste, ça peut attendre. Salut tout le monde, on se donne rendez-vous dimanche matin. Trio d'enfer. Denis nous parlait tantôt, Denis Laberge nous parlait tantôt du discours à 11h30 de Jean-François Lisée. S'ils le sont à l'heure, là, on va peut-être le passer, on va peut-être le diffuser. Et entre-temps, peut-être que Christian Derry va être avec nous dimanche matin. Il va sûrement tester tout ça à Saint-Jérôme. Donc, samedi matin, n'oubliez pas demain soir, là, en route vers l'ouest, en compagnie de Véronique Labbé, qui, elle, va tout en country, je veux dire, de 9h de 21h à minuit. Tout ça sur radioinfocité.com. Et restez branchés parce qu'on a des reprises, on passe des reprises, des archives, tout ça. Jean-Marc a programmé tout ça. Fait que on apprend toujours, on essaie toujours d'apprendre sur radioinfocité.com. Même quand on n'est pas en direct, on essaie d'en savoir toujours un peu plus. Et en attendant, pendant ce temps-là, il y a notre grille musicale qui fait en sorte qu'on essaie de mettre ça plaisant. On vous laisse en compagnie de Martine Sinclair, ici même, tout de suite après l'extro. Quand je tombe en amour, Martine Sinclair, 1996. Salut et à dimanche tout le monde. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.